La grande idée, ça paraît être simple, c'est de se dire, ayons un revenu minimum universel. De toute façon, on voit tout le monde, la vie est belle. Seulement, il y a eu des expériences. La première connue, c'était du temps de Brejnev, au régime soviétique. Et malheureusement, au bout de 6 mois, Brejnev avait appris que c'était une catastrophe. C'est-à-dire que les gens se disaient, mais à quoi bon, pour quelques roubles de plus, m'échiner à travailler toute la journée, quel que soit le job, ouvrier, technicien, ingénieur, alors que là, je vis pour rien, la vie est belle. Mais en même temps, la vie est belle, mais je n'ai plus de sens. C'est comme le chien moyen, on s'aperçoit si on observe un chien, soit il va devenir le chien gentil, le chien à son maître ou à sa maîtresse, soit il devient le chien de garde. C'est-à-dire qu'il s'attribue à lui-même, automatiquement, ou du moins, on va parler un petit peu robotique, les neurones programmes dans le cerveau du chien, et dans chacun des sapiens que nous sommes ici ce soir, a ce genre de comportement, c'est-à-dire se dit à quoi est-ce que je sers pour me sentir utile, pour me sentir du sens. Mais si jamais j'ai plus de sens, ma vie est insensée, et là je tends vers, alors je ne vais pas rentrer dans le schéma freudien qui évoquait Gunther, mais c'est un peu ça, je tends vers un processus castrateur, voire de pulsion destructive, c'est-à-dire je vais essayer de m'éliminer. Et puis je n'ai pas trop envie de m'éliminer tout seul parce que je me dis quand même ma vie avait du sens, au moins l'apparence d'un sens, alors je vais m'éliminer avec beaucoup. Je mets une grosse bombe et puis on en tue 40, ou bien je prends la mitraillette là, que je viens d'acheter à côté, là, et j'en tue 200, etc. On est devant, mitrailleuse, enfin, on est devant une attitude humaine de désespoir. Donc ce qui est important, c'est bien de se dire qu'il faut anticiper, d'où les 2 livres que j'ai notés tout à l'heure, donc nous en 2030 et puis le pacte synarchiste durabiliste, qui est un document de non-fiction mais qui l'accompagne, de pouvoir penser sérieusement à la société de demain en nous disant on va se retrouver devant en effet des risques face à une intelligence artificielle croissante, notamment le risque assez affreux de se dire mais que nous arrive-t-il, à quoi servons-nous, et donc autodestruction et autodestruction massive. D'où l'intérêt peut-être, j'y reviens, d'amener l'individu à travailler sur lui-même, forme de yoga, de neuro-yoga, d'exploration des possibilités du cerveau humain qui est vraiment très peu exploré, donc il y a en termes de connectique neuronale beaucoup à découvrir et donc essayer. Nous n'avons pas parlé de liberté et peut-être de privation de nos libertés par l'intelligence artificielle. Qu'en penses-tu ? Oui, merci Serge pour cette question qui revient un petit peu sur ce que disait Angela sur la notion de libre arbitre, encore que sommes-nous vraiment libres quand nous sommes des automates tels que nous sommes dans notre vie quotidienne, et dans l'instant présent, quand on prend conscience de soi, quand je fais comme ça, avec ce geste-là, cette voix-ci, cette émotion-là, cette réflexion l'eau, etc. Là, soudainement, il y a un réveil, donc une possibilité de liberté apparaît. Mais en effet, prenons donc la liberté au sens non pas ontologique, mais purement social et sociétal, et nous dire en effet que si l'intelligence artificielle programme quasiment tout pour nous, on va se sentir en effet très, très peu libre. Alors, dépendant ? Dépendant, oui. Encore qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment complètement libre ou est-ce qu'on a quelques illusions de liberté dans les sociétés dans lesquelles nous existons? De mon point de vue, la liberté principale, elle est la liberté de respirer bien fort, de se promener, d'être conscient de soi. Mais cela dit, en effet, on peut se dire que tout dépend, alors on peut peut-être penser des phases, tout dépend de l'époque dans le développement d'une intelligence artificielle globale, et donc j'entends bien politique, c'est-à-dire qu'au début, elle sera peut-être, comme nous tous, puisqu'elle sera fabriquée à l'image de Sapiens, de nous, elle sera forcément totalitaire, elle sera forcément dictatoriale, parce qu'elle aura tendance à nous organiser ça et ça et ça. Mais au bout d'un moment, heureusement d'ailleurs, se complexifiant, elle va aussi affiner les degrés de diversité possible, les nuances entre le blanc et le noir, les nuances de gris. Et à ce moment-là, ça va devenir beaucoup plus vivable, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle, elle va être capable de nous dire, ça a déjà été pensé, d'ailleurs je
je ne sais plus de qui, mais l'idée me revient, donc n'est pas de moi, mais elle est excellente. C'est qu'on pourra dire, voilà, on va créer un monde pour les hippies, un monde pour les fermes dures et strictes, un monde pour les ceci, un monde pour les cela. Et chacun pourra dire, moi je vais m'installer dans tel pays, c'est le monde ceci, dans tel pays c'est le monde cela, dans le pays du monde celui, dans le pays du monde celui, etc. Et donc ça devient formidable, parce que là on a, justement, à partir d'un processus qui risquerait de restreindre nos libertés, un processus qui amplifiera nos libertés. Encore que, thèse, antithèse, synthèse, là je suis simplement en train de montrer qu'une deuxième phase peut être intéressante. Mais osons aller plus loin, il y aura peut-être une troisième phase, précisément par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire que l'individu prendra conscience de lui-même en se disant, mais au fait, pourquoi est-ce que quelqu'un en moi, ça en moi, un robot en moi, aime aller dans ce club-là, dans ce pays-là, avec telle façon de fonctionner, plutôt dans tel autre. Et si j'explorais l'autre aussi, puis la troisième, puis la énième, et à ce moment-là, on n'est plus enfermé dans nos sectarisations à chacun, mais on devient de plus en plus ouvert, libre, intelligent. Ça peut être aussi un moyen, cette intelligence artificielle, de vraiment nous aider à devenir beaucoup plus épanouis. Je crois avoir bien compris, tu as dit tout à l'heure qu'on pourrait remplacer le chef d'État par des robots. Alors je ne savais pas que tu étais léniniste. Oui, c'est une découverte. Parce que Lénine disait que le communisme, c'est remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et ça me fait penser à un fantasme américain, ce qu'on appelle le social engineering. Une société est une machine, on n'a plus besoin d'hommes politiques, on a besoin d'ingénieurs qui ajustent les rouages, etc. Est-ce qu'une société, un État, est-ce que ce n'est pas un organisme? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas comme la vie, où ce n'est pas mécanique, mais qu'est-ce qui distingue un organisme du mécanique? Dans un organisme, chaque individu peut changer le tout, et le tout change l'individu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interdépendance entre la totalité et les parties qui le composent. Dans une machine, le tout est simplement la somme des parties, tandis que dans un organisme, la somme est plus que simplement l'addition des parties. Il y a quelque chose, Aristote appelait ça l'antéléchie, c'est-à-dire une force intérieure qui fait d'une société comme une plante, c'est-à-dire qui évolue, qui fait des révolutions, qui change, mais qui n'est pas un mécanisme qui est... et aujourd'hui, on veut nous réduire, il est philosophe comme moi, aujourd'hui, quel est le problème? C'est qu'on veut remplacer l'existence par le fonctionnement. Les gens gèrent, je fonctionne bien, or, exister, c'est autre chose que fonctionner. Alors, écoutez, oui, tu as entendu une partie de mon propos tout à l'heure, mais pas sa conclusion. Parce que je disais qu'en effet, tant qu'on a comme chef d'État, ce qui est le cas actuellement, des comptables et des gestionnaires, en effet, on peut avoir une intelligence artificielle qui les remplace. Mais à partir du moment où on aura de vrais visionnaires, on en a eu par le passé, ça peut revenir, et peut-être que j'en suis un à travers ce document que je vous invite à lire, eh bien, à partir du moment où on est capable, à quelques-uns, à penser concrètement, solidement l'avenir, eh bien, on est toujours utile, parce que là, on n'a pas de robot en face de nous. C'est intéressant ce que tu dis, c'est par rapport à l'individu. C'est des... Non, mais là, c'est vrai, je fais une découverte, c'est que finalement, l'intelligence artificielle nous oblige à devenir vraiment intelligents. C'est-à-dire de ne pas... Tout à fait. C'est ça. C'est ça, c'est comme la société, comme tu dis. Si aujourd'hui on peut remplacer, c'est qu'effectivement, il faut sortir de cette machine, de nous montrer comme modèle des machines, c'est dire, nous, il ne faut pas qu'on soit des machines. C'est ça. Donc c'est un renversement total.
D'autres questions, réflexions, suggestions, explosions? Bon, voilà, je propose Juste une question. Non, ça va, je pense. Quand on est dans une galerie d'art, est-ce que vous connaissez des expériences, il me semble que oui, robot artiste, et comment, quelques mots sur ça pour faire écho à ce jeu-là? En effet, pendant la période des bombes qui explosaient à Paris, donc on doit être en 2015, j'ai été invité à donner une conférence dans un, comment dit-on, enfin, c'était au nord de Paris, je vais peut-être retrouver le nom, l'espace Gérard Philippe. Et donc à ce moment-là, forcément, il y a nécessité de parler de l'art, de la conscience de l'être humain face à l'art et que devient l'artiste qui est en chacun de nous. Et à ce moment-là, donc, je rencontre une femme qui est la directrice d'un ABEX, donc qui contrôle le domaine de l'art. On échange par Internet et elle me propose, peut-être un an plus tard, de participer à une nouvelle revue d'art sur Internet de quatrième édition, on va dire, oui, quatrième édition donc, de cette revue. Et alors, je propose un texte qui est magnifiquement refusé, et je sais pourquoi, parce qu'au lieu d'aller dans le sens de tout le monde, j'explique que maintenant, on a en effet des robots logiciels qui sont capables de réaliser exactement ce que réalise un être humain. Mais d'une façon, même les erreurs qui vont montrer que c'est vraiment humain. On est capable de projeter en grand, via ces logiciels, de l'infiniment petit, parce que l'infiniment petit, à l'échelle microscopique, c'est parfois de l'art à tomber à genoux tellement c'est merveilleux. Donc on est là devant ce fait de se dire, mais c'est terrible, maintenant l'intelligence artificielle dépasse l'humain. Alors là encore, par rapport à ce que disait Gunther juste avant, ça nous oblige, nous humains, à performer en termes d'art. C'est-à-dire, un artiste aujourd'hui, 9 fois sur 10, c'est quelqu'un qui va dans la boutique de couleurs à côté, il a bien appris ses leçons d'histoire de l'art parce que ça circule sur Internet, et voilà que je me mets à peindre avec les peintures, les couleurs, tout va bien. Du temps de Rembrandt, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci et d'autres, c'était complètement autre. Le bleu, c'était un matériau qu'il fallait broyer. Le rouge, c'était un matériau qu'il fallait mélanger avec une huile pour arriver à avoir telle ou telle nuance. Le jaune, je ne me souviens plus, enfin bref, le jaune c'est du... Enfin bref, oui. Ce que je veux dire, c'est que c'était un vrai travail de chimiste, d'être artiste dans ces époques-là. Sans parler même de l'intelligence de l'art. C'est une femme qui a inventé la méthode, je ne me souviens plus de son nom, et ça a été repris notamment par Rembrandt. C'est le fait de se regarder dans un miroir, on parlait des émotions, et de pouvoir se dire, c'est comme un instantané, flash photographique, se voir dans le miroir, capturer l'émotion qui nous traverse, quand il a perdu son petit singe et qu'il pleure. Il va, on va dire, entre guillemets, photographier le Rembrandt épouvanté, chagriné, terrifié, en larmes intérieurement, et il va le peindre. Voilà, donc je pense que ça devient aussi très intéressant à ce niveau-là. On va recréer de vrais artistes, pas des gens qui représentent ce qu'on connaît déjà depuis un ou deux siècles, mais vraiment des gens capables de puiser dans l'intelligence, dans la chimie, dans leur tripes, on va parler d'émotions, dans leur être, la nouveauté, l'innovation, l'émerveillement. Je parlais il y a peu de temps d'un artiste dont j'ai oublié le nom, nord-américain, qu'on m'avait invité à visiter dans une exposition parisienne il y a quelques années à peine, qui avait organisé des morceaux d'art absolument bizarres mais formidables. Une galerie, on va voir dans une salle, d'un côté c'est la neige, avec des gens qui sont dans le froid, juste en face c'est le sable chaud, encore en face c'est une pluie diluvienne qui met les gens dans un immeuble, c'est
terrible pour arriver à traverser, à sortir de l'immeuble. On est dans le même espace et soudainement notre cerveau, là ça devient très intéressant parce que l'art, par rapport à la science, c'est une discipline qui permet, ou un ensemble de disciplines qui permettent le réveil des émotions, comme la science qui permet le réveil de la réflexion, de la raison. C'est très riche de se dire, voilà, l'art de demain, ça va être un art qui bouscule le cerveau, qui bouscule notre émotivité, notre émouvance, notre intelligence. Et je prendrais un autre cas, c'était pareillement ce même artiste nord-américain, dont je vais complètement zapper le nom, mais qui avait créé une sorte de... c'est un film évidemment, mais quand on arrive devant, comme c'est devant nous, on a l'impression que c'est la réalité, c'est à notre échelle. On voit un cours d'eau. Jusque là, tout est normal, un cours d'eau, bon. Et soudainement, on voit une ombre au fond. Eh bien, c'est quelqu'un qui est dans l'eau, qui peu à peu sort de l'eau. Voilà, ce genre d'installation, j'avoue que mon modeste cerveau de sapiens n'y avait pas pensé, donc ça révolutionne, ça oblige, c'est un petit peu, j'ai oublié le nom d'un auteur que j'apprécie de citer, je vais le retrouver d'ailleurs, c'est Attar, voilà, un auteur des années 1100 et quelques, peut-être un persan, un iranien, l'idée de se dire qu'on peut arriver dans un monde où on n'aurait ni jour ni nuit, par exemple. Donc on est dans le jour, puis peu à peu on pénètre dans l'obscurité. C'est extraordinaire. Donc ça stimule notre intelligence et notre émouvance, c'est formidable. Donc voilà à mon avis quelles seront les routes des grands artistes de demain. Merci. Un mot de la fin pour Christian. C'est intéressant pour nous qui sommes, qui faisons pas mal d'art, c'est intéressant pour nous, hein, oui, merveilleux. Voilà, bon alors, merci à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'était magnifique. Tes livres, là, ils sont... Tu en as